Nous avons vu au cours précédent les passages scripturaires qui, selon Kukai, attestent de la pertinence de sa représentation des trois entités que sont les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, comme fondement des paroles de vérité Shingon, et de la relation que chacun des composants, phoniques et graphiques, de ces mantras, puisque Shingon traduit le mot mantra, entretient avec la réalité. Il a trouvé cette attestation dans le sutra de Vairochana et a montré aussi que ce sutra lui-même, en tant que corpus, reprend dans sa structure la démonstration qu'il a faite de la cohérence de ces trois éléments. Et il concluait sa démonstration en allant chercher cette fois dans la structure d'une seule lettre, le A, l'élément primordial, la combinaison co-intégrée des trois entités. Fort de cette attestation, il aborde à présent le sens substantiel lui-même, taigi, qui est bien sûr en même temps la substance du sens, gi no tai, selon ce que nous avons vu de l'exégèse combinatoire selon les 6 modes de division et de réunion des termes, diku, digash, shaku, vous vous souvenez, lesquels sont 5 en l'occurrence dans ce concours, pour la trinité qui représente phonème, graphème et aspect réel. À la question donc de l'explication de ce sens substantiel, Kukai commence par présenter une strophe, un quatrain, qui est probablement de lui, bien qu'il ne le dise pas, et comme il n'y a pas d'auteur donné par ailleurs, c'est Kukai qui l'a écrit. Je vous donne ici donc en chinois classique et avec la traduction en regard, comme ça vous pourrez peut-être suivre plus facilement avec le français. Les 5 éléments ont tous résonance, mina, hibiki, adi. Les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Gu, n'est-ce pas? Être complètement pourvu. Gu veut dire non seulement être pourvu, mais être totalement pourvu, complètement muni. Les 6 poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture. C'est la seule traduction que j'ai trouvée pour l'instant de ce mon J, qui traduit en réalité mon comme signe et J comme lettre, lettre d'écriture. Nous reviendrons bien sûr constamment sur ce terme plus tard. Le corps de loi est l'aspect réel. Donc les 5 éléments ont tous résonance, les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage, les 6 poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, le corps de loi est l'aspect réel. Les 6 poussières, c'est peut-être inutile de vous le rappeler, ce sont les 6 objets d'essence, les 6 objets sensoriels qui composent notre monde phénoménal, n'est-ce pas? Donc vous vous souvenez, les 5 sens, nos 5 sens plus le 6e sens, et le 6e objet, donc, qui est l'objet du 6e sens. Le 6e sens étant la conscience, le 6e objet, ce sont les entités en général qui sont l'objet de la conscience. Ces 4 vers font d'abord l'objet d'un très bref autocommentaire de Kukai, un peu comme Dante dans la Vita Nuova, et ce commentaire est très important pour notre lecture, puisque Kukai nous donne ainsi le plan de la suite de son exposé. Nous dirons en exégèse. Le texte de la stance est divisé en 4, c'est la première ligne. Le premier vers épuise la substance du phonème. Dans le suivant, la stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés. J'ajoute quelques mots pour que l'on comprenne plus facilement. Le troisième va jusqu'au bout des signes d'écriture, des graphèmes intérieurs et extérieurs. Le quatrième parachève l'aspect réel. J'ai essayé tant bien que mal de rendre d'approximatifs synonymes chacun des 4 verbes qui caractérisent les 4 vers. Vous voyez que chaque verbe est à peu près au milieu de la phrase. Donc vous avez épuisé d'abord ce katsu, n'est-ce pas, qui veut dire dessécher, épuiser. Ensuite kyoku, goku, kiwameru, kimeru ici, ou kiwamu, culminer. Ensuite, aller jusqu'au bout pour Jin Tsukusu, évidemment, qui est le plus souvent. Et ce gu qui est kyu ou gu qui est kiwamu aussi, qui veut dire parachever. Donc, ils rendent tous bien l'intensité du propos de l'auteur. Il convient d'aller jusqu'au sommet de la voie herméneutique, où toute distinction entre les niveaux des signes aura disparu dans leur parfaite intégration en tant qu'expression de la réalité du corps de loi du Bouddha, en l'espèce du Bouddha Mahavairochana, qui est lui-même le lieu de convergence de tous les Bouddhas. Ces vers programmatiques, explicités par leur auteur, malheureusement ne se verront pas complètement réalisés.
Pas plus que nous trouverons véritablement dans cet opuscule la troisième partie des questions et réponses qui avait été promise au tout début du texte, vous vous en souvenez. Nous ne pourrons jamais lire non plus la quatrième partie ici annoncée sur le parachèvement de l'aspect réel, puisque l'opuscule s'arrêtera à la troisième partie. Et encore, ces trois parties annoncées seront-elles traitées de manière bien curieuse, car nous verrons que les deux premières seront expédiées de façon relativement succincte, alors que la troisième occupera toute la suite du texte. Et encore n'y découvrira-t-on que la toute première des 6 catégories qui auraient dû y être traitées. Nous aurons peut-être le temps, au dernier cours de cette année, de nous demander les raisons de cette interruption volontaire du glosateur. En particulier, pourquoi aura-t-il renoncé à aborder la question qui devait être pour lui, comme pour nous, la plus importante, c'est-à-dire l'exégèse du quatrième vers. Le quatrième parachève l'aspect réel. Nous devrons y revenir, mais je suis sûr que, comme moi, vous devez déjà commencer à avoir là-dessus une petite idée. Mais revenons au commencement. Le premier vers, à savoir les 5 éléments ont tous résonance, épuise la substance du phonème. On se souvient peut-être que tout au début du texte, Kukai avait lié les phonèmes non pas aux 5, mais aux 4 éléments, liste la plus anciennement attestée dans le bouddhisme. Donc la terre, l'eau, le feu, le vent. C'est celle des grandes sommes doctrinales comme l'Abhidharma Kosha et de ce qui serait pour Kukai l'exotérisme. Rappelons ce qu'il écrivait, la première, les deux citations, les deux phrases que nous avons ici. Il écrivait donc « De plus, l'entrechoquement ou le contact mutuel des 4 éléments provoque forcément un son résonnant en réponse, lequel a nom phonème ou voix, show. Les 5 sons, notes ou bien notes, les 8 timbres ou les 8 familles d'instruments, les 7 désinences, les 8 cas, tous tant qu'ils sont se produisent en relation avec la voix. » Vous vous souvenez que j'avais remarqué, et d'ailleurs soutenu par un commentateur, le commentateur le plus ancien et le plus important pour nous, Dohan, que les go-in ici pouvaient aussi se lire go-on et donc pouvaient correspondre aux voyelles de la langue japonaise et pas forcément aux 5 notes go-in. De même que les hachi-in, qu'on pourrait lire aussi, ou hatsuin, d'ailleurs en bon kanhon, ça serait hatsuin, en lecture goon, c'est hachion ou hatton, peut dire aussi les 8 sortes de voix de Bouddha, et pas seulement les 8 familles d'instruments, comme en chinois classique. Les deux dernières nomenclatures, les deux derniers composés décrivant les déclinaisons sanskrites. Donc, la liste des 5 éléments, dont le 5e est la vacuité, appartient, elle, au bouddhisme ésotérique. Nous allons voir dans un instant que les choses vont se compliquer. Mais restons-en ici à cette première différence entre les 4 et les 5 éléments. La difficulté n'a bien sûr pas échappé aux anciens commentateurs. Et nous en tiendrons ici aux 2 plus anciens, selon nos habitudes, Dohan et Raiyu. Donc le début de Kamakura et la fin de Heian, début de Kamakura et la fin de Kamakura, pour examiner brièvement la façon dont ils concilient les 2 passages. On rétablit tout d'abord une distinction dans la nomenclature. On rétablit tout d'abord une distinction dans la nomenclature qui est d'ordinaire unifiée. Les 4 éléments, en sanskrit Mahabhuta, sont le plus souvent traduits en sino-japonais par les 4 grands, sous-entendu 4 grands éléments, Shidai, Yotsuno, Oinarumono, n'est-ce pas? Mais ainsi qu'il arrive souvent dans le bouddhisme de langue chinoise, en raison des longs siècles et du grand nombre de traducteurs qui furent nécessaires pour non seulement traduire les textes, mais les acclimater à la langue chinoise, il existe plusieurs termes chinois pour signifier le même terme sanskrit. C'est ainsi que l'on trouve pour Mahabhuta, en dehors de Shidai, de loin le terme le plus répandu, ainsi que nous le constatons nous-mêmes en lisant le présent texte de Kukai, un autre composé nettement moins courant, mais tout de même fréquemment mentionné, littéralement les 4 espèces. Alors, littéralement les 4 espèces. Shishu. Vous avez ici le composé Kore Shishu Nadi, le Daishu Nadi, qui est une variante de ce composé. Donc, c'est Dai plus Shu, n'est-ce pas? Tané, les espèces. Donc, retenez ce composé, nous allons le revoir tout de suite. Nos commentateurs vont remettre en circulation ce dernier terme pour distinguer les 2 dimensions exotériques et ésotériques des éléments et imposer une subtile distinction. On peut parler des 4 éléments en tant que
Shidai, en termes de Shidai, lorsqu'il s'agit des 4 premiers des 5 éléments, Godai de l'ésotérisme. Donc les Shidai sont inscrits dans le Godai de l'ésotérisme. Mais lorsqu'on nous parle des 4 éléments confinés à la dimension exotérique, il convient de les appeler les 4 espèces Shishu. Telle est l'opinion des savants modernes que l'on retrouve dans les dictionnaires du bouddhisme. Mais les anciens sont plus nuancés, à cause justement de la distinction que Kukai fait lui-même en donnant d'une part la quadruple nomenclature, puis la quintuple, et en ajoutant pour cette dernière qu'il a les 2 dimensions exotériques et ésotériques. Vous vous en souvenez, on l'a vu très brièvement la dernière fois, on le reverra ici. Ainsi, en tant que Shidai, les 4 premiers éléments s'inscrivent donc dans la série des 5 ésotériques. En tant que Shishu, ces 4 espèces ne renvoient qu'à elles-mêmes dans la dimension exotérique. Commençons par les explications de Raiyu, donc postérieures à Dohan, n'est-ce pas, mais qui est un peu plus clair ici pour commencer. Alors pour ce qui est du passage, donc les 5 éléments ont tous résonance, se pose la question suivante. En règle générale, la production de la voix, ou du phonème, ou du son, a pour cause les grandes espèces, daishu, les éléments. Alors, grandes espèces, c'est la façon dont on comprendrait naturellement, mais évidemment, ça veut dire les espèces élémentaires, ou bien les éléments espèces. Cependant, le vide, bien qu'étant un élément, dai n'est pas une espèce, shu. C'est pourquoi il est dit dans les notes sur le kosha de Pu Guang, Pu Guang, donc, qui est un commentateur, un élève de Xuanzang, de Genjo, n'est-ce pas, donc, du 7e siècle. Il est donc dit dans les notes sur l'Abhidharmakosha, vous connaissez l'Abhidharmakosha, la grande encyclopédie disons, pan-bouddhique, puisqu'elle a été utilisée dans toutes les écoles scolastiques japonaises, en tout cas, pour les présentations générales du bouddhisme. Donc, ce commentaire de Pu Guang, de Foucault, nous dit la chose suivante, n'est-ce pas ? Si l'on se fonde sur le juste principe, Shōdi, le vide, koku, bien qu'il soit un élément, n'est pas appelé espèce. Les autres entités confectionnées, uinoho, vous vous souvenez des entités confectionnées, sanskrita, c'est-à-dire tout ce qui relève du phénoménal. Il n'y a que quelques entités qui ne soient pas confectionnées, les mui, n'est-ce pas, muiho, comme l'espace par exemple, on en a parlé aussi. Alors les autres entités confectionnées, bien qu'elles soient des espèces, ne sont pas des éléments. Seules ces 4 espèces comportant les 2 sens. Donc vous avez tous les uihono, les entités confectionnées, qu'on peut appeler espèces. Mais disons l'ensemble où se regroupent espèces et éléments est tout à fait réduit. Il n'y en a que 4. C'est pourquoi on les appelle les espèces élémentaires, ou les grandes espèces. D'après le texte cité, toutes les entités confectionnées méritent l'appellation d'espèces, mais seules 4 peuvent cumuler le nom d'espèces et d'éléments. Raiyu cite ensuite un autre texte, les sections, ou les textes, n'est-ce pas, Shō, les sections sur la forêt d'essence du jardin de la loi, donc le Hongirinjo, je vais donner le numéro du Taisho, qui est de Guiji Kiki, qu'on appelle Kiki, n'est-ce pas, le grand disciple du Xuanzang. Alors, je vous lis le passage qui est ici. Le vide, koku, bien qu'il soit un élément, dai, ne peut constituer une cause, yin. Bien que les germes internes, naishuji, les naishuji, alors vous avez ici un premier sens d'interne. Vous allez voir que ce terme interne, externe, intérieur, extérieur joue un grand rôle dans ce cours. Ici, c'est un troisième sens encore que nous ne reverrons pas. Ce sont les germes, les shuji, les bija. Vous vous souvenez, nous avons vu ce terme de germe qui désigne aussi les lettres brahmiques, mais ce sont aussi des éléments de la conscience. Ces germes sont inclus dans la 8e conscience qu'on appelle l'Alayashiki. Je ne reviendrai pas ici là-dessus, ça compléterait les choses. Bon, c'est simplement pour les besoins de cette citation que nous devons l'aborder. Donc, bien que les germes internes à la conscience réceptacle, donc la conscience réceptacle, l'Alayashiki, puissent constituer des causes, de par leur substance propre, Taiso, ils ne relèvent pas des éléments. Les autres entités ne relèvent ni des éléments ni des espèces. La Terre et les autres étant à la fois éléments et espèces, ils ont nom élément-espèce.
ce qui s'explique par un composé porteur de l'acte appositionnel. Vous voyez, jigo shaku nari. Vous vous souvenez de ce cours peut-être un peu compliqué sur les différents modes d'analyser les composants. Vous voyez que ces modes d'analyse se retrouvent dans les commentaires chinois du 7e siècle, évidemment chez les disciples de Xuanzang, Xuanzang étant un grand sanskritiste. Et il nous donne ici la clé pour comprendre le mot daishu. Il ne faut pas comprendre ni les espèces des éléments, ni les grandes espèces. Il faut comprendre les éléments espèces, c'est-à-dire appositionnels, n'est-ce pas, les éléments qui sont des espèces. Bien qu'il y ait quelques divergences entre les deux textes cités par Ryu, leur position sur le vide est identique, ce qui amène donc la question, puisque les textes abhidharmiques et yogacara, bon, je ne reviens pas là-dessus, excluent tous le vide comme n'étant pas une espèce, pourquoi en fait-on ici une cause de la production du son ou du phonème? Lorsqu'il était dit plus haut que l'entrechoquement des 4 éléments provoque forcément un son résonnant en réponse, cette interprétation était plus en accord avec le principe soutenu par ces textes. Qu'en est-il donc? C'est vrai que lorsque, au tout début, Kukai parlait des 4 éléments, il était plus dans le ton de cette interprétation physique, dirons-nous, du son. Et là, il fait intervenir un élément ésotérique, Ku, n'est-ce pas, qui est le vide. Alors, Ryu a sa réponse à ce dilemme. Réponse qui nous apparaît comme relevant du bolchevisme, en quelque sorte, puisqu'il ne s'arrête pas seulement aux 5 éléments, mais il va en faire intervenir un 6e, tout à fait conformément à Kukai lui-même, puisqu'il va le dire lui-même quelque part, je pense ici, dans le Sokushin Jōbutsu, n'est-ce pas, dans la réalisation du Bouddha dès ce corps. Kukai parle bien des 6 éléments, le 6e étant la conscience, bien sûr. Alors voici la réponse de Ryu, donc cette réponse bolchevique. Les 5 éléments, Dai, sont la base des phonèmes. Pourquoi alors l'élément du vide n'aurait-il pas ce sens, c'est-à-dire ce rôle doctrinal? Il est dit un peu plus bas par Kukai lui-même que les 5 éléments ne sont autres que la substance foncière, hontai de la voix, ce qui signifie bien cela. À plus forte raison, notre enseignement, c'est-à-dire celui du Sokushin Jōbutsugi, établit-il le dogme selon lequel les 6 éléments sont agents de création nozo. Donc le 6e élément aussi intervient. Bien sûr, dans le bouddhisme, c'est tout à fait normal, que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en réalité, c'est le 6e élément qui est le plus important, c'est celui qui donne toute sa cohérence aux assemblages des autres éléments, puisque c'est la conscience qui informe le monde, en quelque sorte. Donc, l'élément du vide étant aussi une substance créatrice, pourquoi n'aurait-il pas le sens d'espèce? C'est sans doute parce que les écoles... Donc, il veut mettre la catégorie de Ku dans la catégorie d'espèces, donc d'espèces constituantes, au même titre que les 4 premiers éléments. Quant à la citation du début, c'est sans doute du début du texte sur les Shidai, c'est sans doute qu'elle se plaçait du point de vue de la cause admise en tant que commune. C'est ce terme un peu technique qui est guko, qui signifie donc dans la logique quelque chose qui s'étend de la même façon sur 2 propositions. Donc, c'est la cause admise en tant que commune à l'exotérisme et à l'ésotérisme pour parler des 4 éléments. Pourquoi alors ne pas mentionner l'élément de la conscience? Parce que, bien qu'elle n'empêche pas non plus la production du phonème, elle n'est pas en rapport direct, utoshi, vous voyez le terme utoshi, ou bien encore parce qu'elle est coextensive aux 5 éléments, puisque la conscience recouvre les 5 premiers éléments. Mais alors, à plus forte raison, puisque les phonèmes produits sont des entités créées, comment ne serait-il pas né des 6 éléments? N'est-ce pas l'intention même du sens du Desokor, c'est-à-dire le Sokushin Jōbutsugi? J'interromps ici cette citation sur cette sortie par la surenchère, car Ryu montre qu'il n'y a aucune raison de ne s'en tenir qu'aux 4 ou 5 éléments, le 6e ayant aussi sa place dans la démonstration. Si je commençais par le commentaire de Ryu, c'est parce qu'il est relativement clair et qu'il nous donne une raison possible au passage de 4 à 5 éléments que Kukai opère dans un même texte sans expliquer ce saut logique. Je voudrais à présent revenir au prédécesseur de Ryu, Dohan, dont le commentaire, s'il est certainement plus abscon à première vue, nous donne cependant une bonne illustration de ce qu'est une exégèse typique de l'école Shingon. Mais surtout, il met en correspondance 2 dogmes de Gi d'une façon qui nous renseigne sur les idées de son époque, puisque nous allons retrouver dans les lignes qu'il écrit un écho de ce que nous avons déjà vu chez Jien. Nous voyons tout d'abord que Dohan s'appuie sur une tradition
qui a bien sûr intégré l'ensemble du texte, ce qui lui permet d'anticiper sur la suite, en faisant appel à une idée qui viendra plus tard, la distinction entre extérieur, c'est-à-dire non bouddhique, et intérieur, c'est-à-dire bouddhique. Voyons donc ce qu'il nous dit en commentant le passage. Le premier vers épuise la substance du phonème. Je vous donne ici la traduction. Je ne vous donne pas le texte de Dohan, d'abord parce qu'il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué à écrire puisqu'il y a des lettres brahmiques, n'est-ce pas? Donc, lisons cela d'abord lentement. Donc, sur le premier vers épuise la substance du phonème, la glose de Kukai. Les phonèmes, ou sons des 5 éléments, si l'on se réfère aux doctrines extérieures, sont la note gong, qui se rapporte à la terre, la note de musique shang, le métal, la note jua, bois, et la note zhi, le feu, la note yu, l'eau. Si l'on se réfère à la doctrine intérieure, ce sont les phonèmes brahmiques a, la terre, vi, ou bi prononcé à la japonaise, l'eau, ra, le feu, hum, le vent, et kam, le vide. Je reviendrai tout de suite là-dessus. L'ensemble des phonèmes sont de l'animé et de l'inanimé, jo, hijo, issai, jo, hijo, n'est-ce pas, du petit et du grand véhicule, du plan des êtres, shokai, et du plan des Bouddhas, ne sortent ou ne dépassent pas des phonèmes de ces 5 éléments. C'est pourquoi il est dit qu'il épuise la substance du phonème. Alors, je vous ai mis simplement ici, on reverra tout à l'heure, les lettres brahmiques, les lettres sanskrites, donc dépourvues de leurs voyelles, n'est-ce pas? Avara-ha-ka, c'est en réalité abira-unken, n'est-ce pas? Je vous le donne ici en lettres brahmiques. La première lettre ne fait pas partie de la série, puisque c'est simplement le n'est-ce pas, le qui commence un mantra. Donc a, bi, ra, kam, qui est prononcé à la japonaise. Le vi est prononcé bi, évidemment. Alors, nous reviendrons tout de suite là-dessus. Alors que l'on s'en souvient, Dohan comme Ryu avait la première occurrence du terme sang-son, goin, comme produit des 4 éléments qui s'entrechoquent, suggérait qu'en plus du sens des 5 notes de la gamme musicale chinoise, le terme pouvait signifier les 5 voyelles de la langue japonaise, bien que ce ne fût pas spécifié, car il était évident que c'était bien celle-ci qui était désignée. Il réoriente ici une partie de son commentaire. Tout d'abord, il redonne les correspondances avec la gamme pentatonique chinoise, mais sans qu'il le précise explicitement, les 5 éléments avec lesquels ces notes sont mises en relation ne sont pas les 5 éléments de l'ésotérisme bouddhique, mais les 5 agents, Gogyo, nous reverrons Itsutsu no Okonau Mono, Gogyo de la cosmologie chinoise, c'est-à-dire la terre, le métal, le bois, le feu et l'eau. Et pour terre, c'est le caractère Do, n'est-ce pas, le premier caractère à droite, et pas le caractère Tchi, le caractère Chi que nous avons dans la série ésotérique. Ensuite, si la seconde série de correspondances concerne bien des graphèmes, il ne s'agit plus du système vocalique japonais, mais des 5 syllabes formées par des lettres brahmiques qui constituent le mantra le plus important de l'ésotérisme japonais. Prononcé à la japonaise Abira Unken, selon les lettres chinoises qui les transcrivent, ce mantra est réputé être celui de l'ainsi venu Dainichi Nyorai, en plan de matrice, Daizokai. Il est devenu l'archétype des mantras, encore maintenant très populaire, d'une popularité d'ailleurs qui nous mène très loin de la dogmatique bouddhique telle que nous la voyons ici, puisque ces 5 syllabes, qu'on appelle aussi Goji Shingon, n'est-ce pas, le mantra en 5 lettres, sont réputées très efficaces contre les maux de dents, par exemple. Il suffit de les réciter pour que l'on n'ait plus mal aux dents. Elles sont bien sûr mises en correspondance avec les 5 éléments ésotériques. Nous nous souvenons naturellement de ce que le moine poète Jien, contemporain de Dohan, remarquait à propos des waka, des poèmes japonais en général, et pas seulement des poèmes bouddhiques, qu'ils avaient 2 dimensions, correspondant l'une à la vérité phénoménale et donc aux 5 agents, l'autre à la vérité authentique et en ce cas aux 5 éléments. Vous vous souvenez de ces passages que nous avions vus l'an dernier. Remarquons en passant, cela pourra nous être utile pour la suite, que le dogme des 2 vérités n'a rien d'ésotérique et qu'il fait partie intégrante entre autres de la scolastique Tendai. C'est un dogme, une doctrine qui est pan-bouddhique et n'est pas spécifique au Shingon. Donc la distinction est en réalité beaucoup plus
générale. Mais les Gogyo, alors, sont considérés, les 5 éléments sont considérés comme de la vérité phénoménale à l'intérieur de la doctrine bouddhique. N'est-ce pas? Il y a une intégration d'une vision du monde chinoise à une vision du monde bouddhique. La distinction que fait ici Do Han entre les deux dimensions est bien de son époque. Seulement, il l'a fait non seulement en distinguant les deux vérités à l'intérieur du bouddhisme, mais en établissant plus profondément encore la complémentarité entre les doctrines non bouddhiques, extérieures d'une part, et le bouddhisme, l'intérieur d'autre part. Il élucide ensuite brièvement la seconde proposition de Kukai, qui est dans le suivant, dans le vers suivant. Donc, la stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés, laquelle commentait, rappelons-le, le second vers de la stance de Vairochana, les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Voici ce qu'en dit Do Han. Cette citation. Parmi les 10 plans d'existence, le langage, Gongo, cette fois, du plan ou niveau d'existence de Bouddha est authentique, Shin. Le langage des 9 autres plans est erroné, Kukai. C'est pas Kukai, c'est Kukai ici. Plus qu'erroné, le caractère mo, l'avant-dernier caractère de ce texte, qui est en lecture explicative japonaise midari, signifie désordonné, extravagant, non conforme au li, kotowari, n'est-ce pas, au principe, pas plus qu'à la réalité. Remarquons qu'avec le terme gongo, nous avons le mot le plus général en sino-japonais pour désigner le langage humain sous toutes ses formes. Vous vous souvenez aussi de cette expression gongo dodan, n'est-ce pas, qui est encore maintenant utilisée jusque dans les journaux japonais. Littéralement, la voix du langage s'interrompt, n'est-ce pas, c'est-à-dire on en reste bouche bée, on n'a plus rien à dire, qui est une citation directe du Makashikan, je vous l'ai déjà dit, donc cette somme de contemplation chinoise du VIe siècle. La troisième proposition apporte une surprise s'entend pour le lecteur habitué à une certaine cohérence dans la méthode exégétique, cohérence qui exige que l'on ne change pas en cours de route les critères d'interprétation et que l'on conserve au terme une certaine unité de sens. Or, nous voyons ici Do Han faire un saut sémantique désarçonnant, mais en même temps riche de possibilités herméneutiques, tout simplement en anticipant le texte de Kukai, au lieu de le suivre comme nous le ferions nous-mêmes. En effet, sur les 3 vers de la stance, sur le vers 3 de la stance, les 6 poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, monji, et la remarque de Kukai à son sujet, la remarque étant que le troisième vers va jusqu'au bout des signes d'écriture intérieurs et extérieurs, Do Han déclare « L'intérieur et extérieur sont l'animé, ujo, et l'inanimé, hijo, et non pas seulement bouddhique et non bouddhique. Il y a les deux sens sont possibles, mais ici il le prend dans un autre sens qui est bien sûr garanti par Kukai plus loin, mais il l'anticipe ici dès maintenant. Donc c'est l'inanimé et l'inanimé. Parmi les 6 poussières, les 5 premières sont l'inanimé, la 6e, la poussière des entités, ho, comportant les entités mentales, shimbo, kokoro no ho, n'est-ce pas, shin no ho. Cette 6e poussière est de l'animé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la conscience étant le sens qui s'occupe des phénomènes, les phénomènes en tant que tels relèvent de l'animé. La table est inanimée, certainement, mais la table n'existe que comme table que pour une conscience, c'est-à-dire la conscience d'un être animé. Alors c'est tout à fait compréhensible dans le bouddhisme. Et évidemment, il y a aussi jusqu'où va l'animé, le ujo, n'est-ce pas? La réponse serait simple a priori. Nous sommes dans les 6 voies, c'est-à-dire que tous les êtres des 6 voies, y compris les animaux, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, mais comme nous le verrons ici aussi, le nom d'animé privilégie les humains, certes, mais il s'étend aussi à tous les modes d'être, non pas pensants, mais agités de sentiments. Ce jo, nasake, en réalité, traduit ici un mot sanskrit prana, qui veut dire le souffle, n'est-ce pas, animé de souffle. Alors évidemment, le végétal et le minéral n'est pas compris dans l'animé.
dans les anciens textes bouddhiques. Mais comme vous le savez depuis les poèmes que nous avons vus l'an dernier, grâce à ce tournant du 8e siècle, n'est-ce pas, autour de la constitution d'un petit traité fait par un commentateur du Tendai, eh bien, peu à peu, la notion que l'inanimé aussi est pourvu de la nature de Bouddha, et donc il est concerné par la doctrine bouddhique, en est venu à régner dans l'ensemble de la pensée japonaise, bien que ce ne soit pas dans les sutras. Nous voyons donc le même commentateur, à quelques phrases d'intervalle, prendre les mêmes mots extérieurs et intérieurs dans des acceptions on ne peut plus différentes. Son interprétation est reprise par Daiyu, ce qui indique qu'elle se fonde certainement sur une tradition bien implantée, élaborée à partir des développements que va faire Kukai lui-même. Mais remarquons le caractère abrupt de cette identification qui n'est pas autrement à discuter, malgré les perspectives qu'elle ouvre sur le texte. Enfin, pour le 4e vers, le corps de loi est l'aspect réel, et la glose de Kukai, selon laquelle le 4e vers parachève l'aspect réel, qui semble quelque peu tautologique, Dohan se contente de remarquer que les 5 éléments, les 10 niveaux ou les 10 plans d'existence et les 6 poussières vues plus haut sont tous complètement pourvus des 4 sortes de corps de loi, c'est-à-dire, vous vous souvenez, nous avions vu ça, le corps de loi que l'on pourrait appeler de nature propre, c'est Jisho, le corps de loi Juyu, n'est-ce pas, le corps de loi de fruition, le corps de loi métamorphique, qui est Henge, et le corps de loi de diffusion égale Toru, qui correspondent à des corps dans les doctrines non ésotériques, vous vous souvenez aux 3 corps, aux 5 corps, n'est-ce pas, du Tendai par exemple, mais ici la grande différence, disons, formulée, parce qu'il est vrai que même dans les autres doctrines bouddhiques, si l'on va jusqu'au bout, on obtiendrait la même chose, mais dans le Shingon, c'est formulé beaucoup plus clairement, dans l'ésotérisme, ces 4 modalités du corps sont tous, même donc le corps Torushin, n'est-ce pas, le corps de diffusion et de diffusion commune, de diffusion égale dans notre plan d'existence, ces 4 niveaux du corps sont tous le corps de loi, Hoshin. C'est-à-dire ils sont directement, ce ne sont pas des espèces d'adoucissement progressif, d'adaptation progressive du corps de loi qui, après, n'est plus un corps de loi, puisqu'il n'a plus la même dimension. Dans le Shingon, c'est toujours la même chose, ce qui est beaucoup plus radical comme idée. Par exemple, dans le Tendai, le corps de Torushin serait appelé ce qu'on appelle le Rettoshin, n'est-ce pas, le corps d'adaptation inférieure. Vous voyez, il y a le mot inférieur, Retsu. Et ici, vous avez le corps To, n'est-ce pas, d'égalité, c'est-à-dire Torushin, le corps qui circule, mais en égalité avec tous les autres niveaux du corps. Je ne voudrais pas passer sous silence l'échange questions-réponses que Dohan donne en conclusion de sa glose sur les gloses de Kukai. Ce, afin de faire comprendre combien le système de correspondance du Shingon ne doit certes pas être considéré comme un simple jeu, un jeu livresque de l'esprit. Si jeu intellectuel il y a, les joueurs ont paradoxalement une attitude extrêmement réaliste à l'égard du monde dans lequel ils vivent, ainsi que l'on va en juger. En effet, dans la proposition, la question est la suivante. Dans la proposition, les 5 éléments ont tous résonance. Quel est le son, Otto, le bruit de l'élément du vide? On voit que le son, le mot Otto, donc on, n'est-ce pas, est repris en lecture explicative de la locution going, et qu'ainsi le questionneur entend le terme au sens le plus littéral de bruit matériel. Voici ce que répond Dohan, et c'est ce que je vous donne ici. Lorsque les 5 agents se contiennent mutuellement, c'est-à-dire quand ils sont mis en relation et sont intégrés aux 5 éléments bouddhiques, le bois est l'essence du vide. Sho, vous voyez le caractère ki, moku, n'est-ce pas, kuno se nari, kuno tamashi, on ne peut pas lire tamashi ici, et on lira plutôt kujo, n'est-ce pas. Donc le bois est l'essence du vide.
En réalité, le petit caractère mon que vous avez en plus petit à côté indique que c'est une citation. C'est une citation d'un texte d'Amoghavajra de Foucault, mais je n'entre pas dans les détails ici. Donc, le bois est l'essence du vide. Essence devant être pris au sens d'agent exprimant le mieux dans le domaine matériel l'élément dont il est constitué. Car le bois, l'arbre, est vide. Vide, évidemment, pouvant aussi être traduit par creux. Le bois est creux. On doit considérer la voix, ou le son, n'est-ce pas, du sho, koe, du bois, comme la voix du vide. Et il s'agit de la note chinoise Dieu. Pour ce qui est des sons brahmiques, il s'agit des sons. Alors, il donne ici une série de sons que je vous ai donnés en transcription chinoise, puisque je n'ai pas les caractères brahmiques pour les adapter. Je pourrais les écrire au tableau, mais je n'ai pas le temps. Je le ferai tout à l'heure pendant le séminaire, peut-être. Il s'agit de la série ce qu'on appelle en sanskrit les cérébrales ou les linguales, n'est-ce pas? C'est transcrit en français par un petit point sous le T. Ce sont des sons comme ta, da, etc. Donc c'est des sons assez difficiles à prononcer pour nous. Encore dans les sutras se trouvent des passages comme une voix annonça. Vous voyez, tsugu. À la fin, vous avez shokyo no uchi ni sho no tsugete ou koe no tsugete iwaku nado no bun ga ari. Donc il y a des passages comme une voix annonça. Il s'agit de voix venant du vide, kujo. Karakita koe. Et encore, le tambour céleste, tenko, est sans doute voix du vide. Alors vous voyez, tout cela ne veut pas dire grand-chose quand on le dit tel quel. Mais si on explicite un peu, ça prend un sens, ça prend des sens tout à fait concrets. Ainsi, face à l'objection de bon sens selon laquelle, à la différence des 4 premiers éléments ou espèces, le vide ne saurait produire de son ou de bruit, Dohan donne plusieurs exemples, prouvant qu'il n'en est rien. Tout d'abord, citant un texte indien traduit par Foucault, Amoghavajra, le Sutra des constellations, Shkuyo-kyo, il affirme que l'essence, c'est-à-dire l'élément le plus conforme au vide, est le bois. Il n'en donne pas la raison explicitement. Mais en reliant cette affirmation aux 5 notes de musique, comme Gohan le fait lui-même, nous pouvons penser qu'il s'agit des instruments à percussion, par exemple. Vous vous souvenez qu'il y avait les hachiin au début, qui étaient les 8 modes instrumentaux. Enfin, les 8 sortes d'instruments. Cela n'explique pas le fait qu'une seule note soit reliée à cet élément, mais nous pourrions penser ainsi que le rapport entre vent et métal s'explique par certains instruments à vent. Il serait tout aussi tentant de penser que l'identification du vide au lingual proviendrait de l'imitation du son des instruments de bois, n'est-ce pas? Ta, 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 ta. Mais ce n'est malheureusement pas le cas ici, pour autant que l'on puisse en être sûr, encore que je n'écarte pas l'hypothèse. C'est simplement que cette 3e série de lettres, dans l'écriture brahmique, correspond au 3e des 5 agents, c'est-à-dire le bois. N'oublions pas non plus que le mot vide, ku, signifie aussi creux, ce qui convient à l'arbre. Les 2 dernières réflexions de Dohan, cherchant toujours à trouver le son du vide, reflètent son ingéniosité. Il fait tout d'abord allusion au passage des sutras dans lesquels une voix céleste intervient, surgissant donc du vide spatial, koku, pour venir par exemple soutenir le discours d'un Bouddha. Analogue à la bat-kol de la tradition juive, il n'est plus ici question de la mettre en relation directe avec l'élément du bois. Le dernier exemple est donné en termes si succincts qu'il est difficile de comprendre à quoi il est fait précisément allusion. En chinois, le tambour céleste, tenko, le caractère que nous avons ici est simplement une variante du ko de taiko, n'est-ce pas? Avec la clé de la peau pour indiquer la peau qui tend le tambour. Donc le tambour céleste peut désigner tout simplement le tonnerre, comme on s'y attendrait. Ou bien, selon les mémoires historiques de ce Machien, Shibasen, n'est-ce pas, les shiki de Shibasen, un phénomène sonore comparable au tonnerre, mais différent par son origine. Les japonisants seraient bien évidemment tentés d'y trouver une anticipation du célèbre nom du même nom, Tenko, dont l'auteur est le grand Zéami, qui est bien postérieur à Dohan, puisqu'il est Zéami est de 1363-1443. Il y est raconté l'histoire d'un tambour céleste miraculeusement offert à un jeune garçon, le seul à pouvoir le faire résonner. L'empereur le lui confisque et le tambour devient silencieux jusqu'à ce que le père du jeune homme, convoqué par l'empereur, le frappe et en fasse sortir un son merveilleux. L'histoire serait d'origine chinoise, bien que l'on n'en connaisse pas la source. Et il serait dès lors possible qu'une version en ait circulé à l'époque de Dohan.
Les longues citations des commentaires que nous venons de faire nous permettent de passer plus rapidement sur ce qui suit les premières phrases de Kukai. Après avoir éliminé les 5 éléments, terre, eau, feu, vent, vide, il rappelle qu'ils possèdent un sens, après avoir énuméré les 5 éléments, il rappelle qu'ils possèdent un sens exotérique et ésotérique. Pour leur sens exotérique, il renvoie simplement à l'exégèse ordinaire, Jōshak. Et nous pouvons considérer que cela a été suffisamment expliqué parce que nous avons vu notamment la concordance avec les 5 agents. Pour le sens ésotérique, les 5 éléments ésotériques sont les 5 lettres. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Ça commence par les 5 éléments sont l'explication ordinaire. Et ensuite, le sens ésotérique. Les 5 éléments ésotériques sont les 5 lettres, les 5 Bouddhas, ainsi que les vénérés du confluent océanique. Nous avons vu les 5 lettres Abhira Unken avec Dohan. Précisons simplement que dans ce cas, il faut les considérer sans leur parure vocalique, comme je vous ai donné tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec simplement le A inhérent, ce qui donne Avada Haka. Les 5 Bouddhas, nous l'avons déjà vu très brièvement dans un cours précédent, ne sont pas 5 entités différentes, mais le Bouddha fondamental Vairochana, accompagné de 4 émanations qui ne sont pas réellement différentes de lui. La liste en est différente selon qu'il s'agisse du mandala du plan du diamant ou du mandala du plan de matrice. La première en étant mieux connue que la seconde, avec des Bouddhas comme Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoga. Ainsi que l'explique excellemment un commentateur moderne, les 5 Bouddhas sont en réalité 5 attributs, toku, du Bouddha Vairochana, dans lesquels nous n'aurons pas à entrer ici. Les vénérés du confluent océanique, c'est Kai-e, Umino, Au Tokoro, donc c'est une périphrase qui signifie une foule nombreuse se réunissant au même endroit et qui indique ici toutes les autres entités figurant dans les mandalas. Après cela, Kukai fait une brève référence à son opuscule précédent sur la réalisation de l'état de Bouddha de ce corps pour dire qu'il y a expliqué les 5 éléments, le sens des 5 éléments. Je rappelle qu'il y exposait les 6 éléments, avec le dernier, celui de la conscience, qui n'est pas évoqué dans le présent ouvrage. Voici en revanche ce qu'il nous dit pour expliquer le premier vers de la stance, les 5 éléments en tous résonance. Ces 5 éléments, intérieurs et extérieurs, comportent tous, tant qu'ils sont, son et résonance, sho, kyo, koe to hibiki. L'ensemble des sons vocaux, onjo, oto to koe, sont inséparables des 5 éléments. Les 5 éléments ne sont autres que la substance foncière de la voix, sho no hontai, koe no hontai. Et la résonance vocale en est donc leur opérativité, yu, le yo que l'on lit yu en lecture Gohon. C'est pourquoi il est dit que les 5 éléments ont tous résonance. Nous avons vu les 2 sens possibles d'extérieur et intérieur. L'important ici est l'affirmation selon laquelle ce sont les éléments qui sont la substance ultime de la voix et des phonèmes. Mais nous avons vu que les éléments eux-mêmes ne sont autres que les 5 lettres brahmiques qui composent le mantra fondamental du sutra de Vairochana, et qu'elles sont de plus assimilées aux 5 attributs de ce Bouddha. Mais passons maintenant au second vers de la stance. Les 10 plans d'existence sont tous pourvus de leur langage, que Kukai développe ainsi. Ce que l'on appelle les 10 plans d'existence sont, en premier, le plan d'existence de l'ensemble des Bouddhas, Issai Butsu. En deuxième, le plan d'existence de l'ensemble des Bodhisattvas. En troisième, le plan d'existence de l'ensemble des éveillés par les conditions. En quatrième, le plan d'existence de l'ensemble des auditeurs. Alors ici, nous avons donc le plan des Bouddhas, plus les 3 véhicules distingués dans le bouddhisme. Les 3 véhicules que sont les bodhisattvas, les Bouddhas pour soi, les Bouddhas individuels, si vous voulez, qu'on appelle aussi Engaku ou bien Dokkaku, n'est-ce pas, et les auditeurs Shomon. Ensuite, vous avez les 6 plans, les six voies, n'est-ce pas, les Rokudo, c'est-à-dire les 6 plans d'existence qui vont, les six destinées, en quelque sorte, des êtres vivants, des shujo, des êtres animés qui vont jusqu'aux enfers, n'est-ce pas? La dernière occurrence étant Ju, n'est-ce pas, Issai no Naraka ici de Naraka Kai, c'est-à-dire les enfers, Jigoku. Nous n'avons pas à nous appesantir sur ce passage, qui ne fait que redéfinir des termes bien connus dans le bouddhisme. Il ajoute cependant une précision qui n'est pas inutile. Les divers plans d'existence antérieurs à cela
sont inclus jusqu'au dernier dans les destinées des dieux, des démons ainsi que des animaux. Car cette remarque concerne en effet le statut de ces créatures étranges et qui ont toujours fait problème jusqu'au Japon même. Nous l'avons vu à propos des kami, n'est-ce pas, des dieux japonais. Donc ces créatures étranges qui sont décrites dans les sutras comme assistant aux prédications des Bouddhas et que l'on appelle les 8 congrégations. C'est le dernier mot de le dernier composé, Hachibushu. Comme l'indique leur appellation de Nim Pinin, l'avant-dernier, c'est à la fois humain et non humain, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour Kukai, en tout cas, la chose est entendue. Ils ne sortent pas des 6 catégories soumises au cycle de l'existence et relèvent en particulier des dieux, des démons affamés, n'est-ce pas, Gaki, et n'est pas les démons infernaux, et des animaux. Dohan fait à ce sujet quelques commentaires intéressants, mais nous n'aurons pas le temps de nous y attarder. Et Kukai revient enfin à la question de la langue. Les langages qui se trouvent dans ces, alors gongo encore une fois, qui se trouvent dans ces 10 plans d'existence, proviennent tous des sons ou phonèmes, shō. Les sons comportent longueur, hauteur, modulation vocalique. Ils ont nom, alors je vous demande de faire attention aux termes qui sont utilisés ici. Ils ont nom, myo, les signes écrits, mon. Le signe s'appuie sur les dénominations, myoji, et les dénominations dépendent du signe, mon, n'est-ce pas, encore une fois. Donc c'est pourquoi les exégètes, quand ils disent que le signe mon est la lettre J, ne font un autre sens que relever leur rapport d'indissociabilité. Si je revenais à la nomenclature des 6 modes de composition, nous aurions ici un mode qu'on appellerait ringon, n'est-ce pas, le mode de proximité, c'est-à-dire que mon et J, ici selon Kukai, sont parfaitement accolés l'un à l'autre, ils sont indiscernables. Mais en même temps, vous voyez que mon constitue l'interface entre l'appellation phonétique et le signe écrit. C'est en quelque sorte le signe en général qui ne serait pas forcément écrit, mais ce n'est pas dit en tant que tel. Toute cette partie est centrale pour comprendre les idées de Kukai sur le langage. Il affirme d'une part que les 10 plans d'existence, du plus bas que sont les enfers au plus élevé, voire transcendantal qui est le domaine de Bouddha, sont pourvus de leur langage. Mais aussi d'autre part que ces langages ont des caractéristiques communes. Ils sont phonèmes, avec toutes les variations possibles pour les sons d'une langue, à savoir la longueur des voyelles et la hauteur des tons par exemple, les rimes, on-in et les modulations. À l'évidence, Kukai, comme la plupart de ceux qui ont écrit sur cette question dans le monde sinisé, refuse de distinguer entre signe oral et signe écrit, les appelant l'un et l'autre mon, qui signifie bien sûr avant tout le signe écrit. Il faut répéter ici ce que nous avons suggéré lors d'un précédent cours, à savoir que les variations que Kukai prête aux phonèmes, longueur, hauteur, etc., pourraient aussi être comprises comme les variations des signes d'écriture utilisés pour les noter, variations qui ne s'appliquent bien sûr qu'aux lettres brahmiques, seule écriture évolutive connue du moine japonais. C'est-à-dire que les longues brèves, les hauteurs et ce qu'on pourrait penser tomba, peuvent aussi s'appliquer aux petites variations que l'on met sur les lettres elles-mêmes, n'est-ce pas? Si j'écris par exemple, nous l'avons vu la dernière fois, si j'écris la lettre Ha comme cela, ça sera la lettre brusque, mais vous pouvez mettre en bas Ge, n'est-ce pas, ce qui va indiquer la longueur ou long, donc une voyelle plus le long. Ensuite, vous pouvez mettre au début ce qui indique une nasale, donc vous mettez en haut, et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler des modulations, justement kyoku, n'est-ce pas, alors ça pourrait s'entendre tout à fait au niveau physique, non seulement de la prononciation orale, mais des modifications qu'on apporte aux lettres. Bien qu'il ne le dise pas explicitement, il est clair que pour lui, le langage gongo est fait des phonèmes shō, koe, qui véhiculent des dénominations, myo ou myoji. Alors évidemment, ce terme est un peu ambigu parce que myo et myoji sont la même chose, mais vous avez vu qu'à la fin, j indique les lettres. Alors ça, c'est une conséquence de la langue chinoise elle-même, lesquels ne sont pas séparés du signe mon qui les porte, signe qui se présente sous forme de lettre J.
Signes et lettres sont indissociables. C'est pourquoi on peut les appeler, ce que je traduis par signe d'écriture, mon-ji. En réalité, ce serait jimon en sino-japonais, mais pour traduire les deux dans l'ordre, mon et ji, je traduis par signe d'écriture. Il confirme cette idée par l'appel aux exégètes qui l'ont précédé. Le signe est la lettre. Les deux sont dans un rapport d'indissociabilité. Je ne reviens pas sur les exégètes en question. Il poursuit. Ce sont donc les signes d'écriture des phonèmes intérieurs. Ces signes d'écriture, nous les divisons en 10. Ce sont les distinctions des 10 plans d'existence vus plus haut. Donc vous avez 10 écritures pour chacun des niveaux d'existence. La plupart des commentateurs anciens et modernes s'accordent à donner ici à intérieur le sens d'animé, ujo. Et il est vrai qu'il est pour le moins difficile de faire une distinction entre bouddhistes et non-bouddhistes dans les niveaux d'existence supérieurs, aux 6 voies. Alors que l'on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, il reste encore des êtres inanimés, du moins à part du plan d'existence de Bouddha. Kukai pose ensuite une question décisive, dont nous avons vu que les échos ne se sont pas encore éteints dans le discours de réception du prix Nobel de Kawabata. Pour ces 10 sortes de signes d'écriture, que dire de leur caractère vrai ou erroné? On ne doit bien sûr pas oublier que l'opuscule tout entier de Kukai a pour but de fonder la pratique centrale de son école, pratique qui lui vaut son nom même, la récitation des Shingon, des paroles de vérité. Le sens substantiel, taigi, n'est-ce pas, qui est la matière de cette partie, doit être cherché dans les signes d'écriture, les lettres d'écriture, qui fondent les paroles de vérité en leur triple articulation. Il lui faut donc montrer que ces Shingon relèvent du plan le plus élevé, même lorsqu'elles sont pratiquées dans les niveaux d'existence inférieurs. Ainsi qu'il le dit lui-même, si on les explique, la seconde citation, si on les explique en fonction de leur plus ou moins grande profondeur verticale, alors ceux des 9 plans d'existence sont erronés, mots, et les signes d'écriture du plan d'existence de Bouddha sont vrais et réels. Donc normalement, il n'y aurait que seuls les monji du Bukkai, donc les signes d'écriture du plan de Bouddha, sont shin et jitsu, authentiques et réels. Mais en même temps, à cause de la communauté de taille, de substance, taïso, vous vous souvenez, nous allons voir le rapport des autres avec la réalité. Leur vérité, la vérité de ces Shingon, est appuyée par la citation d'un sutra, le sutra du diamant, le Kongokyo, n'est-ce pas, dont la traduction de Kumarajiva. C'est la première citation qui est donnée ici. C'est pourquoi un sutra parle de discours vrai, discours réel, discours essentiel, discours non dément et discours inaltéré. 5 appellations dans ce sutra, qui n'est pas particulièrement un sutra ésotérique, n'est-ce pas, le Kongokyo est l'un des sutras les plus répandus dans le monde bouddhique. 5 appellations qui ne concernent d'ailleurs pas du tout les Shingon, mais les paroles du Bouddha en général, de l'ainsi venu, du Nyorai. L'important pour lui, pour Kukai, est qu'elle s'applique à la parole de Bouddha. Nous avons vu l'importance qu'a la répartition en 5 dans ce texte de Kukai. Il était donc utile pour lui de relever ce passage en les présentant comme les attributs d'un seul terme. C'est la phrase suivante. Ces 5 sortes de locutions se disent en sanskrit mandala, car cette seule locution comporte les 5 distinctions. Ceux qui suivent ce cours depuis le début ne peuvent sans doute que ressentir l'étonnement qu'ont déjà ressenti des générations de lecteurs à la lecture de cette identification entre Shingon et mandala, et pas mantra. La plupart ont d'ailleurs sur le champ une réaction de bon sens. Cela est sans doute une erreur dans la transmission du texte, un bourdon de scribe, ou bien, Oresco référence, une confusion de Kukai lui-même entre mandala et mantra, confusion bien compréhensible dans l'univers linguistique sino-japonais qui n'admet pas les groupes de consonnes, n'est-ce pas? Si bien que mandala, mantra est forcément prononcé à la japonaise, d'ailleurs comme à la chinoise, le chinois n'admet pas plus les groupes de consonnes, mantora, n'est-ce pas? Donc, et vous connaissez le proverbe, n'est-ce pas, Daishimo Fude no Ayamari, le maître Kukai lui-même peut se tromper dans les caractères chinois. C'est sans doute le cas ici, mais on imagine sans peine les interminables polémiques qui se sont déroulées autour de cette ambiguïté dans l'un des textes les plus fondamentaux de l'école Shingon. Nous n'avons pas à nous y arrêter, puisqu'elle ne concerne pas directement notre propos. Il nous suffira de suivre la plupart des commentateurs qui, sans remettre en question le texte lui-même, car l'usage de Kukai est confirmé par d'autres de ses ouvrages. Il écrit souvent mandala à la place de mantora, donc à la place de mantra.
et en acceptant donc la lecture mandala, ils estiment que c'est bien de mantora qu'il s'agit. Certains commentateurs anciens font comme si la question n'existait pas et lisent mandala et glosent mantra. Nous ferons de même, sachant que, selon Kukai, Nagarjuna, dans le traité de la grande vertu de sagesse, le nomme discours secret, Himitsugo. Ce discours secret dénomme donc les paroles de vérité, Shingon, donc mantra. Le traducteur s'étant contenté de prendre une seule traduction parmi les 5 sens. Vous voyez que le terme de mantra est les 5 sens possibles que lui donnait, de façon quelque peu arbitraire, Kukai, en se fondant sur la citation du Kongokyo, est repris dans la Himitsugo, dans le terme Himitsugo ici, donc les paroles secrètes, les paroles mystérieuses, et qui, pour lui, est la bonne traduction de mantra. La traduction par discours secret subsume donc les 5 autres et met en relief le paradoxe du Shingon qui dévoile en même temps qu'il recouvre. La première de ces 2 actions, l'action de dévoilement, est exprimée dans l'échange suivant. Quel objet la parole de vérité examine-t-elle, c'est-à-dire de quoi rend-elle compte? La réponse est, elle est capable de prononcer ou d'énoncer l'aspect réel des entités sans erreur ni méprise. C'est pourquoi elle est dite parole de vérité. L'objet, le signifié des Shingon, n'est rien d'autre que la réalité elle-même. Mais en se propageant dans les différents plans d'existence inférieure, elles subissent une attrition. C'est l'oubli de leur origine qui les fait tomber au rang de paroles erronées, qui recouvrent donc la vérité. La lettre A et les autres sont donc les appellations secrètes de chacune des dénominations de l'ainsi venu en corps de loi, et ainsi de suite, jusqu'aux dieux, dragons et démons, qui sont aussi pourvus de ces dénominations. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent, et évoluant peu à peu, alors ça c'est très important, n'est-ce pas? Je vous relis. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent, et évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Si l'on prend en compte leur sens réel, elles ont alors nom, elles s'appellent paroles de vérité. Si l'on ne connaît plus leur source, si l'on oublie leur source, elles ont nom discours erroné. Vous voyez que ce sont les mêmes choses qui peuvent être vraies ou fausses selon la conscience que l'on a de leur origine. Les conséquences sur les êtres humains parmi les autres 9 niveaux d'existence, c'est pas là je pense surtout les êtres humains, sont évidentes. Les discours erronés, c'est subir la peine dans la longue nuit des temps. Joya. Vous savez, nous avons déjà vu ce terme. Joya aurait été la traduction d'un longue nuit, n'est-ce pas? C'est très poétique. C'est la traduction d'un terme sanskrit qui veut dire simplement longtemps. Mais ça a été rendu de façon plus poétique en sino-japonais. Je crois que c'est Leo Hurwitz qui avait eu le premier l'idée de traduire par la nuit des temps, n'est-ce pas, pour la longue nuit des temps, et je le reprends ici. Donc les discours erronés, c'est subir la peine, n'est-ce pas, dans la longue nuit des temps. Les paroles de vérité, c'est extirper la peine et donner la félicité. La langue est ainsi la meilleure et la pire des choses, nous le savons depuis Ésope. Mais Kukai donne une dimension autrement plus grandiose à cette dualité, en la fondant sur une vision presque gnostique de l'oubli de l'origine. Il termine ce passage en évoquant une comparaison. Les dénominations peuvent être remèdes, qui confèrent entendement et bienfait, ou poison, qui n'apportent qu'égarement et dommage. C'est cette dernière citation. Ici encore, il sera très intéressant de terminer sur le commentaire que Dohan fait de ce passage. Commentaire qui apporte précisément ce que nous cherchons tout au long de cette enquête, la relation faite par les Japonais entre le texte de Kukai et leur propre langue. Je vous donne ici le texte de Kukai, de Dohan. Je le divise en 2 parce qu'il est un peu long. Pour ce qui est des appellations secrètes, Mitsugo, des dénominations, Myoji, de la lettre A et des autres, voici ce que j'en dis. De l'ainsi venu en corps de loi de nature propre, en haut. Alors faites attention, vous voyez que vous avez ici Jo ou Ue, n'est-ce pas, ou Kami. Jisho Hoshin Nyorai. Jisho Hoshin existe, n'est-ce pas, le Nyorai, le Nyorai, donc le Tathagata, l'ainsi venu, en corps de loi, Jisho, de nature propre. Mais en même temps, ce J, ce caractère J, Mizukara, doit se lire Yori,
Donc, il est en apposition avec le Itaru que vous voyez après, Shimoni ou Shitani Itaru Made, n'est-ce pas? Donc, ça arrive très souvent dans les manuscrits, le même caractère est pris dans deux fonctions. Il suffit de le savoir, ce n'est pas très compliqué. Donc, alors, de l'ainsi venu encore de lois de nature propre en haut, jusqu'aux 6 voies, 4 modes de naissance, animés et inanimés en bas. Les 4 modes de naissance, n'est-ce pas, sont les 4 modes de naissance dans notre monde et alors naissance à partir d'un œuf, à partir de la matrice, à partir de l'humidité, n'est-ce pas, une sorte de génération spontanée, ou bien par métamorphose. Mais ça, c'est la naissance magique. Enfin, donc, tout ce qui est du phénoménal de notre monde à nous, donc, elles sont tenues pour leur dénomination. Pour ce qui est du passage de Kukai, elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Voici ce que je dis encore, n'est-ce pas, dit Dohan. Les langages Gongo des 6 voix sont tous différents. Si on les expose en détail, en allant jusqu'aux courtilières en japonais, donc kera, je crois que le nom scientifique signifie quelque chose comme la taupe grillon, ou le grillon taupe. C'est une sorte de petit grillon qui s'enfouit sous terre. C'est un animal nuisible. Donc, on le traduit en français par courtilière. Donc, si on les expose en détail, ces langages des 6 voix, en allant jusqu'aux courtilières et fourmis, aux moustiques et aux temps, les espèces de langage sont infinies. Vous voyez, tous les êtres vivants ont un langage. Il y a eu des recherches sur le langage des abeilles, maintenant on étudie le mode de communication des fourmis, et il y a ce monde, n'est-ce pas, bien que ce soit des signes d'écriture, pour notre sphère culturelle chinoise, il y a aussi des mondes, donc des phonèmes qui peuvent être en quelque sorte concrétisés dans ces langues aussi. Alors, tous leurs sons langagiers, gong, gain, relèvent des 50 lettres, vous voyez encore une fois, relèvent des 50 lettres, c'est gojuji, les 50 lettres de l'écriture brahmique. Je n'entre pas dans les détails, il y a plusieurs estimations du nombre de lettres de brahmique, on reviendra là-dessus dans le séminaire peut-être. Alors, donc, pour les fourmis aussi, vous avez gojuji, n'est-ce pas, les 50 lettres. Et n'oubliez pas que le syllabaire japonais est souvent estimé à 50 lettres, 47, 48, mais le plus souvent on dit gojuji, n'est-ce pas, gojuon. Donc, c'est tout à fait dans le sens que l'on a ici. Voilà, le gojuji, oui, excusez-moi, c'était ici. Alors maintenant, voici ce qui nous intéresse ici. Ce qui veut dire que les sons japonais, waon, du pays de Yamato, sont à leur tour des paroles de vérité. Vous voyez, vous avez exactement ici le shingon, n'est-ce pas, la langue japonaise en général, et ce n'est pas seulement le wakasoku darani, c'est la langue japonaise en général, et shingon, parole de vérité. Vous vous souvenez que c'est exactement ce que disait Mioe. Donc, c'est pourquoi il est dit dans un commentaire, pour ce qui est des paroles de vérité, en la réalité de leurs principes, les sons langagiers, variant selon les régions et les destinées, sont tous paroles de vérité. Comme la trace de l'ainsi venu commence en Inde, Nyorai no Ato. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'exégèse d'après les signes brahmiques. Passage important s'il en est. Nous voyons d'abord que la langue des fourmis ne diffère pas foncièrement des langues humaines, parmi lesquelles se trouve le japonais. Fourmis ou n'importe quel autre insecte, n'est-ce pas? L'identification du japonais aux paroles de vérité, telle que le fait Mioe dans la citation de Kawabata, vous vous souvenez, c'était notre premier cours, n'est donc pas la proclamation d'une position unique de cette langue, mais le rappel de sa situation, conforme à celle de toutes les langues du monde, du point de vue des Japonais. Toutes les autres langues sont dans le même cas, non seulement les langues humaines, mais les signaux de tous les êtres animés. Fort intéressant aussi est la citation que fait Dohan du commentaire d'Ichiyo. Il n'échappe à personne que l'usage du caractère shaku, ato, n'est-ce pas, le premier caractère de l'avant-dernière ligne, n'est pas anodin dans ce contexte. En rappelant la théorie du honji suijaku, vous vous souvenez, suijaku, c'est-à-dire ato tarasu, donc c'est la théorie selon laquelle les bases foncières sont des Bouddhas et les kami japonais sont des traces descendues. Donc, en rappelant la théorie du honji suijaku dans un texte chinois et non japonais, il remet le rapport du japonais au sanskrit dans cette perspective. J'ai dû écarter ici quelques passages de Kukai, moins importants pour notre propos.
mais se retrouveront bien sûr dans la traduction complète du texte que je donnerai par ailleurs. Nous avons en tout cas fait un pas considérable dans l'appréciation du rôle qu'a eu ce texte de Kukai dans la perception que les Japonais ont eue de leur langue. Je vous remercie.